Lily Keller-Rosenberg, Une vie, une voix. C'est le titre d'un film documentaire. Bonjour Elsa Grenouillet. Bonjour. Film que vous avez réalisé. Vous êtes journaliste à La Voix du Nord. Et c'est dans ce cadre que vous avez, il y a 3 ans, rencontré cette dame, aujourd'hui âgée de 92 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous est venue l'idée de ce film ? En fait, tout remonte en effet à un reportage que j'ai effectué dans le cadre de mon travail à La Voix du Nord, où j'ai rencontré Lily Keller-Rosenberg, puisque c'est comme ça qu'elle souhaite se faire appeler maintenant de son nom de jeune fille. Vous faites bien de le préciser parce que... Elle est très connue sous le nom de Lily Laniel. Elle a témoigné sous ce nom pendant des années, mais voilà, elle souhaite désormais être appelée par son nom de jeune fille. Et donc j'ai fait ce reportage, je me souviens très bien, comme si c'était hier, avec une collègue, où elle nous a raconté cette histoire extraordinaire. Et en sortant de ce reportage, ma collègue et moi, on était émus quasiment aux larmes. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas en rester là d'une certaine manière et que ce témoignage méritait d'avoir un écho un peu plus au long cours. Et donc moi, je fais de la vidéo pour La Voix du Nord. Donc l'idée était de faire un long format de témoignage autour de cette vie incroyable. On va prendre le temps de revenir sur ce que propose le film, mais d'une manière d'abord concrète. Où est-ce qu'on va pouvoir le visionner ? Alors en fait, tout est parti d'un film documentaire qui fait 52 minutes, qui a été diffusé récemment sur WEO et qui est d'ailleurs encore visible en replay sur le site internet de WEO, la télé régionale du Nord-Pas-de-Calais. Mais ce film documentaire a été adapté en 8 épisodes, et ce sont ces épisodes qu'on va pouvoir voir dès demain, le 4 octobre, sur le site de La Voix du Nord. L'idée étant de toucher peut-être un public un peu plus large et plus jeune, puisqu'on va aussi pouvoir retrouver des extraits sur les réseaux sociaux notamment. Accessible à tous ou il faut être abonné ? Accessible à tous, gratuitement, sur le site internet de La Voix du Nord. Alors comment est-ce que vous avez travaillé et qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? Alors, l'idée initiale était vraiment de garder trace de ce témoignage, une sorte de devoir de mémoire, de se dire que malheureusement, les déportés encore vivants sont plus très nombreux et disparaissent peu à peu. Et du coup, voilà, l'idée c'était vraiment de garder trace de ce témoignage incroyable, puisque quand même, il faut le rappeler, Lily Keller-Rosenberg a été déportée à l'âge de 11 ans avec ses 2 petits frères qui avaient 9 ans et 3 ans, et ils sont revenus seuls. Ils ont survécu à cet enfer pendant plus d'1 an. Ils sont revenus seuls des camps. Voilà, donc l'histoire est dingue quand même. Et donc voilà, l'idée première, c'était de garder trace de ce témoignage. Et puis petit à petit, en travaillant sur le sujet, est venue aussi la question de la transmission de la mémoire. Et donc dans cette série, en 8 épisodes, je suis aussi des élèves d'un lycée professionnel à Arras, le lycée Savary-Ferry. Et on s'interroge. Alors il y a des pistes de réponse, il n'y a pas de réponse complètement tranchée, mais sur comment cette parole, elle va pouvoir survivre à la disparition des derniers déportés, et comment la jeune génération peut s'emparer de ce témoignage et essayer de le relayer, puisque c'est tout l'enjeu aussi de la mission que s'est donnée Lily, avec ces petits messagers, comme elle les appelle. C'est ça, ces petits messagers, on va l'entendre, hein, puisque donc vous suivez Lily Keller-Rosenberg dans votre film, essentiellement lors de moments de rencontre où elle témoigne devant des jeunes. On comprend très bien pourquoi elle tient à les rencontrer. Elle le dit très justement avec cette diction et puis cette manière de parler, ce langage qui lui sont propres. Je ne suis pas pressée, je vous assure, mais il faut se rendre à l'évidence. Bientôt, il n'y aura plus de déportés. Et c'est vous qui aurez à transmettre. Vous êtes mes petits messagers. Et moi, je crois en vous, j'ai confiance en vous. Elle a une sacrée confiance dans la jeunesse, plus que dans les adultes. Hein. Elle le dit d'ailleurs à un moment dans le film, elle croit plus beaucoup les adultes qui font un peu n'importe quoi. Par contre, la jeune génération, elle y croit. Elle sait qu'elle est l'une des dernières à pouvoir raconter, témoigner. On imagine qu'elle le fera d'ailleurs jusqu'au bout, qu'on lui souhaite le plus tard possible. Sa vie est une résistance et elle pose le cadre avec son rouge à lèvres. Et elle parle de sa mère qui lui a appris la dignité, même dans les pires moments. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ouais, ça c'est un moment très fort de son récit, je trouve. Pendant leur déportation qui a eu lieu au camp de Ravensbrück d'abord, tous les matins, à 3h du matin, la sirène retentissait, tout le monde était sur le pied de guerre, devait se lever. Et la maman de la fratrie, puisqu'il y avait Lily et ses 2 petits frères,
réveiller tout le monde un quart d'heure, 20 minutes avant ces 3 heures du matin pour qu'ils puissent aller au washroom, qui est l'espace où on pouvait faire sommairement sa toilette. Et Lily raconte que c'était vraiment un désir fort de sa mère que d'être propre. Parce que, dit-elle, c'était déjà une forme de résistance, de garder cette dignité en étant propre. Et c'est à l'image de sa vie, en fait, d'essayer d'être digne toujours, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce qui l'a fait tenir, apparemment aussi, dans ces moments les plus atroces. Faire sa toilette, un acte de dignité, de résistance. Ses parents venaient donc de Hongrie. Ils sont arrivés dans le Nord dans les années 20. Elle est née à Croix, près de Lille, en 1932. Vous l'avez dit, la famille entière a été déportée en 1943, avec ses parents et ses 2 frères. Elle raconte donc le quotidien, l'horreur du camp de Ravensbrück, où elle est arrivée à l'âge de 11 ans. Elle en parle sans détour, avec des réalités terribles, mais avec son langage un peu littéraire, un peu... comment est-ce que les jeunes, parce que c'est aussi l'objet du film, comment est-ce que les jeunes reçoivent tout ça ? D'ailleurs, je tiens à préciser que nous, en tout cas, on déconseille peut-être que les plus jeunes regardent cette série documentaire parce qu'il y a quand même un témoignage qui est très difficile parfois et surtout, il y a quelques images qui peuvent un peu heurter la sensibilité. Donc, 12-13 ans minimum, ça nous semble pas mal. Et pour répondre à votre question, eh bien, étonnamment, j'ai été témoin j'étais à plusieurs conférences et il y a un silence incroyable de la part de ces jeunes qui sont souvent plusieurs centaines, puisqu'il y a vraiment généralement tout un lycée qui écoute la conférence de Lily Keller-Rosenberg. Et il y a vraiment un silence, une attention incroyable et une émotion à la sortie de la conférence. Ils sont plusieurs à vouloir faire un selfie, parce qu'évidemment maintenant tout passe par le selfie, mais surtout à témoigner leur émotion, parce que évidemment ce qui est dingue, c'est qu'elle raconte quelque chose qui est arrivé à un âge qui correspond presque à celui de l'audience qui l'écoute en fait. Et donc c'est une adolescente qui parle à des adolescents finalement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et ils sont tous très réceptifs. Alors évidemment la question se pose de savoir s'ils seront vraiment des petits messagers ou pas. On a quelques pistes de réflexion dans la série documentaire, mais en tout cas il y a une vraie émotion, et dans les lettres qu'ils peuvent lui envoyer après aussi, on retrouve cette émotion, et ils ont beaucoup de gratitude en fait envers elle. Elle dit à un moment dans le film qu'elle a témoigné déjà devant 100 000 élèves. Ça paraît juste incroyable, 100 000 élèves. Et vous avez raison de souligner que la question se pose dans le documentaire de mesurer l'impact de ce témoignage, de savoir si ça va servir ou non dans le futur. Et là, c'est assez original, vous avez fait appel à un chercheur. Bah oui, parce qu'en fait, l'idée, c'était aussi de prendre un peu de hauteur. Le fil rouge, c'est vraiment le témoignage de Lily Keller-Rosenberg, mais il fallait qu'on s'interroge sur la passation de la mémoire. Et donc, il y a Benoît Falès, qui est chercheur, correspondant à Sciences Po, spécialiste de l'histoire de la Shoah, et qui nous explique si, oui ou non, on peut compter sur la jeune génération pour vraiment transmettre ce message. Il est à la fois optimiste et pessimiste, mais voilà, c'est une vraie question qui se pose avec quelques éléments de réponse. Selon lui, c'est parfaitement sûr qu'on a les bons outils pour transmettre cette histoire. Après, comment elle est réceptionnée et surtout comment les jeunes vont s'en emparer pour ne jamais oublier, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Lily Keller-Rosenberg, Une vie, une voix. C'est donc un documentaire signé Elsa Grenouillet, qui est l'invitée aujourd'hui de RCF Hauts-de-France. L'interview en intégralité va être à retrouver sur le site rcf.fr et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Mais surtout, le documentaire va être à retrouver sur le site de La Voix du Nord par série, par épisode, et également sur le site WEO. Il suffit de taper simplement dans un moteur de recherche, par exemple Lily Keller-Rosenberg, Une vie, une voix, et on trouve les différents épisodes. Alors vous faites également le lien avec des images d'archives, donc vous l'avez dit, des images difficiles de camps, de guerre. Est-ce que les images ont encore, parce qu'on le sait, la voix a du poids, c'est un témoin direct, mais est-ce que les images aujourd'hui avec les jeunes, ça marche encore ? Alors oui, j'ai envie de le croire. En tout cas, c'était une réalité qu'il était hors de question de passer sous silence, parce que évidemment, il y a pas beaucoup, mais 2-3 images assez terribles dans cette série documentaire et dans ce documentaire, des camps de concentration, des tas de corps, hein, soyons clairs sur ça. Mais l'idée, c'était pas de tomber dans quelque chose de trop trash, ou voilà, parce que il faut qu'on voit cette réalité en face, mais finalement, le témoignage, le récit abominable, atroce, de certains épisodes qu'elle a vécu enfant, parle plus finalement. Donc l'image me semble importante, mais elle n'est
pas suffisante et je trouve que le témoignage de Lily permet d'aller encore plus loin, je l'espère sans être trop impudique ou en tout cas en gardant une certaine décence, mais permet d'aller encore plus loin dans la compréhension de ce qui s'est passé. Elle n'a pas parlé tout de suite, il n'en parlait pas en famille, c'est ce qu'elle explique, et puis un jour elle a entendu à la radio que quelqu'un dire que les chambres à gaz n'avaient existé que pour tuer les poules, là c'était plus possible. Ce jour-là elle a décidé de réagir, de répondre au négationnisme. D'ailleurs, le négationnisme aujourd'hui existe. Il y a des personnalités qui sont poursuivies pour négationnisme, des personnalités très connues. Depuis 45 ans, à quoi ressemble son quotidien ? Alors, elle a en effet décidé de commencer à témoigner à fin des années 70, début des années 80. Jusqu'à cette époque-là, elle menait une vie tout à fait normale, à Roubaix, avec un mari, une fille. Elle travaillait en tant que secrétaire dans une entreprise. Et en effet, fin des années 70, début des années 80, elle n'a pas pu accepter cette parole-là, insupportable évidemment. Et donc, elle a commencé à témoigner notamment auprès des jeunes dans les lycées, mais de façon vraiment très ponctuelle. D'ailleurs, elle a commencé avec son frère à l'époque, son plus jeune frère, qui depuis ne souhaite plus parler il y a évidemment de gros traumas dans la famille liés à cet épisode terrible. Donc lui ne souhaite plus en parler, mais elle dit que c'est vraiment sa résilience désormais, depuis 45 ans et de façon de plus en plus récurrente, elle va témoigner et depuis quelques années, c'est l'intégralité de sa vie, c'est-à-dire qu'elle témoigne dans la région évidemment, mais elle témoigne dans toute la France et même à l'étranger, dans les pays francophones, et c'est son quotidien. Alors malheureusement, pour des raisons de santé, elle a dû mettre ses interventions un peu entre parenthèses depuis quelques semaines, mais évidemment, on lui souhaite de pouvoir continuer, mais c'est ça son quotidien maintenant, c'est raconter. Elsa Grenouillet, vous êtes journaliste à La Voix du Nord, responsable du Lab, vidéo, infographie, data podcast. Il en existe d'autres, des films sur Lily Rosenberg. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à en remettre une couche ? C'est vrai qu'il existe d'autres films, mais il n'existait pas de film qui retraçait intégralement la vie de Lily Keller Rosenberg, de son enfance, puisque là c'est même avant sa déportation, donc on évoque son enfance à Roubaix, on retourne avec elle dans son école primaire, où elle retourne pour la première fois, donc il y a aussi une petite dose d'émotion à ce moment-là, elle redécouvre notamment les registres sur lesquels apparaît son nom, et on la suit tout au long de sa vie jusqu'à ses missions de témoignage aujourd'hui, et ce qui n'avait pas ou peu été évoqué, en tout cas l'angle du film, c'est aussi cette question sur la transmission de la mémoire de la Shoah. Et donc ça, c'était vraiment l'idée et c'est pour ça qu'il nous tenait à cœur de faire cette série documentaire. Donc cette dame très digne qui vient de fêter ses 92 ans avec sa diction particulière, son langage presque littéraire. On a l'impression d'ailleurs quand elle parle qu'elle raconte une histoire. Alors c'est son histoire évidemment, celui d'avoir le courage de rétablir la vérité. Vous nous emmenez aussi dans votre film au mémorial de la Shoah. Pourquoi cette nécessité ? En fait, dans le film, on suit aussi une classe, en tout cas des élèves d'un lycée professionnel à Arras, qui s'appelle le lycée Savary-Ferry, qui ont suivi pendant toute l'année un projet autour de la déportation. Ils ont rencontré Lily Keller Rosenberg dans le cadre de ce projet. Et parmi les différentes sorties organisées autour de cette thématique, il y avait le mémorial de la Shoah. Et évidemment, c'est un lieu emblématique aussi quand on parle de la Shoah et de la déportation. Et donc, l'idée, c'était de confronter cette jeune génération à ce que propose ce musée et notamment à une salle qui s'appelle le mémorial des enfants et qui est assez impactant en termes visuels puisqu'on a les photos de tous les enfants déportés. Il y en a très peu qui ont survécu puisqu'il y a eu en France près de 4000 enfants déportés et seulement une petite centaine sont rentrés vivants. Donc on se rend compte aussi de ce que ça signifie pour Lily Keller Rosenberg. Et donc l'idée c'était de voir comment réagissaient aussi les jeunes par rapport à ça. Et vous suivez aussi l'expérience d'une classe puisqu'on voit les professeurs qui mettent leurs élèves en situation, qui les font travailler sur le sujet. Ils ne sont pas là juste pour le film. Vous accompagnez la démarche. Et puis, à des moments, donc, elle raconte son histoire. Elle raconte l'arrivée des premiers soldats libérateurs qui n'en revenaient pas. Je crois que c'était des Britanniques qui sont arrivés. Et c'était à Bergen-Belsen, là, pour le coup. Voilà, à Bergen-Belsen, complètement abasourdis. Ils ont mis du temps à réaliser ce qui se passait avant de donner à manger aux rescapés. C'était l'effroi. Et puis, le retour à Paris, où, comme ils sont 3 enfants, donc elle, avec ses 2 petits frères, personne ne les attend. Alors, ni une ni deux, là, on sent déjà que c'est quand même une personnalité assez hors norme. Elle prend le train pour les Deux-Sèvres, où il y a de la famille à elle. Et vous montrez d'ailleurs un article de journal intitulé « Rescapés des bagnes nazis ».
3 enfants, dont le plus jeune âgé de 4 ans, arrivent à Niort. Ils en sont sortis sans pouvoir embrasser leur maman atteinte du typhus. Leur papa est resté là-bas. Ça, c'est l'article du quotidien local. Elle faisait déjà les grands titres il y a 80 ans. Comment est-ce que vous avez travaillé pour trouver aussi des archives? C'est pas seulement des images d'aujourd'hui. Oui, il y a eu un gros travail de recherche d'archives. Déjà, il y a des archives personnelles de Lily Keller Rosenberg, toutes ces photos d'enfance. Peu, parce qu'en fait, elle a tout perdu, sa famille a perdu tout ce qu'elle possédait, donc elle a réussi à conserver quelques photos qu'on voit dans le film. Et après, il y a des archives qu'on est allé chercher auprès de l'INA, auprès d'un musée de la guerre anglais, auprès de structures allemandes. Et il y a aussi des recherches qu'on a effectuées auprès du conseil départemental du Nord, et pour l'article dont vous parlez, des archives départementales des Deux-Sèvres. Donc ça a été un long travail. Mais c'est ce qui fait aussi, je pense, la richesse de cette série documentaire. Aujourd'hui, en 2024, l'antisémitisme connaît un renouveau nauséabond. Le relativisme s'empare également de cette histoire. Après avoir travaillé sur un tel film, sorti un tel film, comment est-ce que vous respirez cet air ambiant ? Pas très bien, j'imagine, comme en tout cas j'aimerais l'espérer comme la plupart de nos concitoyens. Évidemment que ça fait écho à une réalité terrible, et c'était aussi l'enjeu, alors à mon tout petit niveau, mais faire en sorte que cette parole continue d'exister, que voilà, on ne dise pas ça n'est pas existé. Il y a des témoins et il y a cette parole dont on a trace quelque part, mais évidemment, c'est absolument terrible. Ouais. Ce que l'on comprend aussi en vous écoutant, c'est que finalement, dans la vie d'un journaliste, d'une journaliste que vous êtes, eh bien, certaines histoires, certaines rencontres, certaines réalités marquent davantage évidemment que d'autres. De quelle manière est-ce que finalement vos rencontres vous forgent ? En fait, moi, je trouve que le métier de journaliste est un métier extraordinaire, et je suis tellement chanceuse de l'exercer, parce qu'en fait, je fais des rencontres que je n'aurais jamais pu faire dans la vie autrement. Alors, évidemment, Lily Keller Rosenberg est une rencontre très importante dans ma vie, mais il y en a plein d'autres dans le cadre de mon métier, des anonymes comme des personnalités plus connues. Et en fait, à chaque fois, c'est très précieux, parce que ça me donne une vision plus large sur des thématiques sur lesquelles je suis pas toujours très calée. Le fait de rencontrer les bons interlocuteurs, évidemment, c'est très enrichissant. Et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment que ça a été une rencontre extrêmement marquante pour moi. D'ailleurs, je continue de la rencontrer de temps en temps, parce que c'est pas je fais un film et puis après je tourne la page. Donc évidemment, ça aussi, il y a un rapport plus personnel qui s'est établi entre nous. Lily Keller Rosenberg, Une vie, une voix, un documentaire signé Elsa Grenouillet. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions sur RCF Hauts-de-France. Merci beaucoup pour l'invitation.